Bonjour, ici Jean Sinat du studio Photomode à Québec. Aujourd'hui, je vous présente l'objectif Nikon Z70-200 mm 2.8 série S. On va faire le tour ensemble de cet objectif-là. Et également, un petit peu plus loin, je vais le comparer avec le 70-200 mm 2.8 également, en monture F, la version FL, que je possède présentement également. Donc, tout d'abord, bien écoutez, c'est vraiment un très bel objectif, une très belle construction. J'ai eu la chance de l'avoir et aujourd'hui, je suis allé faire des tests avec Marie-Claude à l'extérieur. Donc, j'ai pu l'essayer vraiment à fond. Et je vais vous faire part là, de mes observations que j'ai obtenues avec cet objectif-là et aussi avec mon AFS là, dans monture F. Donc, qu'est-ce qui est fourni avec l'objectif? Bien, comme tous les autres, on va avoir les bouchons avant et le bouchon arrière. On va avoir le parasoleil. Le parasoleil, qu'est-ce qui est vraiment plaisant, comme dans toutes les séries professionnelles. On va avoir un mécanisme de verrouillage sur le parasoleil. Donc, ça permet de le conserver en place et de ne pas le perdre, là, comme avec d'autres objectifs qui n'ont pas le bouton de verrouillage. Moi, en tout cas, pour ce qui est de tous les objectifs S qu'on retrouve chez Nikon, je crois que Nikon devrait mettre vraiment un verrou sur tous les parasoleils parce que, comme par exemple mon 85 mm, il est seulement à clip. Je ne l'ai jamais perdu à date, mais avec l'usure, je crois qu'à un moment donné, ça peut venir qu'à avoir un jeu et pouvoir le perdre. Donc, j'apprécie grandement le levier de verrouillage sur le parasoleil. On va avoir également de fourni avec un étui. Donc, c'est fini les étuis comme j'avais avec la monture F, des bons étuis coussinés. Maintenant, c'est un genre de plus une pochette qui est fournie avec, qui n'est vraiment pas utile, là, à part que quelqu'un qui mettrait ça dans un sac et encore. On va voir maintenant les spécifications ensemble. On va avoir sur cet objectif-là un bokeh qui est très doux là, dès la pleine ouverture, donc vraiment agréable. La vitesse de mise au point est vraiment rapide et très silencieuse. On a un VR annoncé jusqu'à 5 stops et demi. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça nous permet de descendre en bas de la vitesse, normalement, de sécurité. Le truc qu'on a souvent, ça va être la même longueur de focale, on doit avoir la même vitesse. Donc, exemple, si je travaille avec un 200 mm, bien, je devrais avoir une vitesse d'obturation de 1/200e de seconde, jamais aller plus bas que ça. Et si j'ai un 50 mm, bien, jamais aller en bas de 1/60e de seconde. Maintenant, de nos jours, avec les capteurs à haute résolution, bien, moi, je dis toujours que c'est minimalement le double. Donc, un 200 mm à un 400e de seconde, un 50 mm bien, à un centième de seconde avec les capteurs là, de grande résolution. Et c'est là que cette règle-là s'applique lorsqu'on n'a pas de mécanisme d'antivibration sur l'objectif ou dans les boîtiers maintenant. Et à ce moment-là, le VR, qu'on appelle le réducteur de vibration, bien, nous permet de descendre en bas de ces vitesses-là. Donc, celui-ci est annoncé qu'on peut descendre 5 stops en bas de la vitesse minimale, normalement, que je conserverais. Je vais vous dire que je ne vais jamais en bas de 3 stops parce que, bon, il faut vraiment être bien stable. Et à 3 stops, là, il n'y a vraiment aucun problème là, avec tous les tests que j'ai faits. J'ai travaillé à 1 centième de seconde, 1 160e de seconde aujourd'hui, 1 200e de seconde. Et je ne faisais vraiment pas attention justement pour voir l'efficacité du VR et ça a très bien fonctionné. Ensuite de ça, on va avoir un traitement nanocristal qui élimine quasiment toutes les lumières parasites, les images fantômes. Et je peux vous dire que ça fonctionne grandement.
On va avoir le traitement fluorine. Le traitement fluorine, c'est un traitement qu'on a en avant de l'objectif central ici, frontal, c'est-à-dire. Et qu'est-ce que ça permet, ça? C'est exemple, si je travaille dans un environnement où que si je fais des photos d'un ruisseau, des trucs comme ça, que l'eau va venir frapper l'objectif, la lentille frontale, bien à ce moment-là, c'est plus facile à nettoyer et ça va perler. Donc, c'est vraiment efficace contre l'humidité, les gouttelettes d'eau et ainsi que la poussière. Et aussi, qu'est-ce qui est très important, bon, on a toujours le bouton pour passer en mode manuel d'autofocus ou en mode automatique. Mais là où c'est vraiment important et qu'il faut faire bien attention, on a un limitateur de distance. On a deux positions, soit à full, qui est du plus proche de l'objectif à l'infini, ou encore de 5 mètres à l'infini. Moi, je vous conseille vraiment là, de le laisser toujours à 5 mètres et à l'infini si vous travaillez dans ces distances-là, parce que par expérience, aujourd'hui, lorsque j'ai fait mes tests, je l'avais laissé à full et c'est arrivé à plusieurs reprises que l'objectif patinait, ne trouvait pas mon sujet qui était seul dans le cadrage avec le Z6 II. Et aussitôt que j'ai engagé le limitateur, bien, ça l'a réglé le problème, ça a été fini. Il trouvait le sujet en tout temps. Donc, c'est bon à savoir que ce limitateur-là, il faut vraiment le laisser là, à la position de 5 mètres à l'infini, si on ne va pas en dedans de 5 mètres, parce que sinon, l'objectif risque beaucoup de patiner. Et bon à savoir également que le petit affichage ici, s'il disparaît, bon, on a un petit bouton là, pour venir le mettre en affichage. Et ce bouton-là nous permet de voir dessus soit l'ouverture, la distance et à combien de millimètres on travaille. Donc, je peux voir sur la bague, mais si je suis dans le noir, bien, je suis en mesure de voir si je suis à 105 mm, à 135. Donc, le petit bouton ici qu'on a sur le côté, bien, nous permet de changer le type d'affichage. Et finalement, bien, le poids est de 1360 grammes, donc quand même un poids raisonnable. On va avoir un bon pied. Et le support, lui, qu'on peut venir, le faire une rotation, le mettre dans peu importe quel, exemple, si on est sur un trépied, on veut passer en mode vertical, bien à ce moment-là, ça nous permet de passer d'un à l'autre assez rapidement et on a des repères là, pour bien s'enligner par la suite. Le pied également va avoir, si on veut le remiser, prendre moins de place parce qu'on voit que ça prend quand même une certaine place dans le sac, bien, on peut quand même l'enlever et le mettre à part. Donc, ça devient aussi plus facile à insérer dans un sac photo lorsqu'on peut mettre le pied à part également. L'objectif est fabriqué en Thaïlande, donc c'est fini d'avoir des objectifs qui étaient fabriqués au Japon. D'ailleurs, Nikon a annoncé qu'ils abandonnaient là, la production de plusieurs articles là, dans leurs usines au Japon. Donc, mais personnellement, ça fait longtemps que les boîtiers, les D850 et tout ça, c'est fabriqué ailleurs qu'au Japon. Et même mes objectifs, mon 105 mm est fabriqué en Chine. Bon, donc ça n'a pas vraiment d'incidence sur la qualité parce que le contrôle de la qualité est là et je n'ai vraiment pas remarqué là, une baisse de qualité parce que l'objectif était fait ailleurs qu'au Japon. Pour ce qui est du prix, bien écoutez, lorsqu'il n'est pas en vente, et présentement, il est rarement venu en vente, mais il est à 3 400 $, donc c'est quand même pas donné, mais au moins la qualité est au rendez-vous et le résultat est au rendez-vous également au niveau de cet objectif-ci. Maintenant, les fonctions personnalisées qu'on va avoir sur cet objectif-là, bien écoutez, c'est un peu comme je vous avais montré avec le 85 mm, c'est-à-dire qu'on va avoir la bague ici qui est programmable. Donc, qu'est-ce qui est... on peut assigner un paquet de trucs à cette bague-là. Entre autres, comme je vous mets à l'écran, moi, qu'est-ce que j'aime bien, c'est de venir assigner la compensation d'exposition. Donc, on va dans le boîtier sous F2 et on défile le menu jusqu'à temps qu'on voit la bague. Et à ce moment-là, on va avoir différentes options. Moi, j'aime bien la compensation d'exposition, surtout lorsque je fais du portrait en lumière ambiante.
Maintenant, on va avoir également deux boutons de fonction. Donc, on va voir que le bouton de fonction numéro 2, on le retrouve à 4 endroits sur l'objectif. Donc, peu importe dans quel sens qu'on va prendre notre caméra montée de l'objectif, bien, on a accès à ces boutons-là. Et ces boutons-là, comme je vous mets à l'écran, bien, on peut, là encore là, assigner un paquet de choses. Et on va voir, comme vous voyez aussi, le deuxième bouton qui est le bouton de fonction numéro 1. Et à cet endroit-là, moi, que j'aime bien, surtout sur le bouton de fonction FN2, moi, je mets le suivi du sujet. Donc, autrement dit, la même fonction que j'avais assignée à mon bouton FN1 ici, bien, on peut l'assigner sur l'objectif. Donc, lorsque je travaille, exemple, à la verticale, hein, parce qu'en portrait, moi, je vais souvent travailler à la verticale. Le bouton FM2, là, je ne peux pas assigner par mon bouton ici AF. Je n'ai pas l'option de venir chercher le suivi d'autofocus. Donc, du sujet en autofocus. Donc, qu'est-ce qui m'arrivait à ce moment-là? J'étais obligé de venir chercher mon bouton ici puis de revenir. Alors que là, avec cet objectif-là, bien, je peux tout simplement peser sur mon bouton et je vais tomber en suivi d'autofocus du sujet. Donc, vraiment très, très, très pratique. Et on a le FN1 ou le bouton de fonction du bas qu'on peut venir encore là assigner d'autres fonctions, là, comme on va voir là, dans le menu F2 là, de la caméra. Donc, plusieurs possibilités selon le type de photo qu'on fait et aussi le type d'autofocus qu'on aime bien travailler avec. Mais moi, je vous le dis, le suivi autofocus du sujet, là, assigner ça au bouton FN2, c'est vraiment génial et un plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer, j'ai mon 70-200 à monture F, la dernière version FL. Et on va pouvoir comparer les deux. On va voir que les dimensions, sans la monture, le F il est plus court que le Z, soit 220 mm pour le Z contre 202 mm et demi. Et là, il faut rajouter la bague, l'adaptateur FTZ. Et là, à ce moment-là, il devient plus long. Donc, soit il devient à 282 mm contre 220 mm. Mais comme vous voyez ici, là, c'est vraiment de très peu. Donc, c'est pas avec ça c'est pas la fin du monde. Là. Mettre ça dans un sac, l'un ou l'autre, ça ne changera pas grand-chose. Et par la suite, au niveau du poids, bien, on va avoir 1360 grammes contre 1430 grammes contre les deux objectifs nus. Alors que si je rajoute le FTZ, bien, on monte à un poids de 1565 grammes contre 1360 grammes. Donc, 205 grammes de différence entre les deux. Je vous dirais que, bon, pour moi, là, je ne vois pas une très grosse différence non plus. Donc, écoutez, il reste le prix. Pour ce qui est du prix, bien, je vous mets ça à l'écran. Si on prend, comme je vous disais tantôt, le Z, il est à 3400 $, alors que, toujours, les prix réguliers sans rabais. Et le monture F, il est à 2900 $. Et bon, là, il faut rajouter le coût de l'adaptateur FTZ si on ne l'a pas. Donc, si on ne l'a pas, bien, souvent les boutiques comme l'Art Photo, lorsqu'on achète un appareil, ils vont vous offrir l'adaptateur à 129 $. Donc, ça vaut grandement la peine de l'acheter à ce prix-là parce que normalement, il est 330 $. Et je peux vous dire qu'au point de vue d'autofocus également, celui-ci, c'est à peine plus lent là, que le monture Z et ça fait très, très bien le travail. Je n'ai eu aucun problème là, d'utilisation avec mon Z6 II. Maintenant, qu'est-ce que je vous propose? On va aller voir les tests en studio que j'ai fait. Vous allez voir, ce n'est pas tellement long. Mais je voulais voir au point de vue de la netteté et aussi du bokeh. On va voir que ça se rapproche. Donc, pour les tests qui suivent, j'ai fait tous les tests à l'ouverture de 2.8 sur les deux objectifs, soit le Z qui est à gauche et le F qui est à droite, bien entendu avec l'adaptateur. Donc, on voit ici l'image entière des deux. Le focus a été fait sur la petite sphère là, qui est aux 2 tiers à droite.
Et si on approche, bien, on voit que le Z est plus net, mais vraiment pas de beaucoup. Donc, il faut vraiment faire un grossissement rapproché pour voir les différences. Ici, j'ai fait la même chose. On voit l'image entière et c'est pour voir les chiffres. Et lorsque on passe à 100 on peut voir que le Z il est beaucoup plus défini, beaucoup plus net. Mais encore là, il ne faut pas oublier qu'on est à 200 et c'est quand même de très peu. Même chose pour le prochain test, l'image entière. Et lorsque on rapproche la photo, on peut voir que le plastique, la texture ressort un peu plus sur le Z que sur le F. Maintenant, pour le dernier test, bien ici, j'ai fait toujours à 2.8 une comparaison pour le bokeh. On peut voir que ça se ressemble beaucoup. Et encore là, à l'œil, comme ça, quand on regarde, c'est difficile de voir un est meilleur que l'autre, à peine peut-être le Z. On va agrandir maintenant et on voit là, encore ici qu'il y a beaucoup plus de définition avec le Z qu'avec le F. Mais encore là, c'est minime. Donc, c'est une fois qu'on agrandit à 200 qu'on voit vraiment les différences dans la vie réelle, bien, on ne regarde pas nos photos à ce rapprochement-là. Maintenant qu'on a vu les tests photos, bien, on va aller à l'extérieur, puis j'ai tourné une courte séquence là, au début des photos que j'ai fait avec Marie-Claude. On est allé à 2 endroits, mais j'ai filmé seulement un endroit là, pour ne pas étirer la capsule pour rien. Mais je vais vous présenter la finale des photos. Et vraiment, comme je vous dis, le Z s'est très bien débrouillé. La seule erreur, c'est moi qui l'avais faite parce que je n'avais pas mis le limitateur de distance. Donc, on passe aux essais sur le terrain avec le Z 70-200 mm 2.8 avec Marie-Claude. Puis, ensuite de ça aussi, je vais comparer avec la monture F. Donc, on va pouvoir voir ensemble là, les différents résultats. Alors ici, on retrouve sur le terrain les deux objectifs, toujours à gauche le Z et à droite le F. Et bon, lorsqu'on regarde de plein pied, comme ça, une photo, vraiment dans son ensemble, il n'y a pas vraiment de différence. Encore là, c'est très minime pour ce qui est du Z. Ici encore là, on peut voir la différence entre les deux. Et ça va être ici qu'on va voir que l'écriture qu'on a sur le panneau en arrière, sur le monture F, bien, il est plus flou que ce qu'on retrouve sur le Z. Et pour la suite, bien, je vous montre des photos réalisées uniquement avec le Z et toujours à l'ouverture de 2.8 sous différents ISO et longueurs de focale. Donc, comme vous avez vu, toutes les photos que j'ai faites, c'est à 2.8. Je n'ai jamais fermé d'ouverture, aller à une ouverture plus petite. Donc, c'est extrêmement net, c'est très, très bien. Écoutez, moi, je ne peux pas faire autrement que le recommander. C'est dispendieux. Si vous avez seulement qu'un boîtier Z, bien écoutez, allez tout de suite, si le budget vous le permet, à la monture Z. Sinon, bien, si vous avez la monture F, bien, conservez-le avec l'adapteur. Ça fait très, très bien le travail, là, sans aucun problème. Un truc que moi, je vous conseille, parce que comme vous voyez, là, ici, ça va bien. J'ai enlevé le parasoleil. Sauf que lorsque j'ai le parasoleil, puis je dépose ma caméra au sol, regardez, le devant du parasoleil va frapper contre le sol. Donc, comme sur mon autre objectif, qu'est-ce que je fais? J'ai mis du ruban électrique pour protéger le parasoleil. Bon, c'est une question d'esthétique, mais il reste que ça vient rapidement endommager. Donc, moi, je mets du ruban électrique et ça fait très bien le travail. Je le remplace lorsqu'il vient trop endommagé.
Donc, voilà pour le Nikon Z70-200 mm 2.8. Vraiment un très bel objectif, bien construit. Et écoutez, il n'y a pas grand côté négatif contre cet objectif-là. Et c'est vraiment d'une netteté incroyable. Alors, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les laisser ici. Et normalement, je réponds en dedans de 48 heures. Alors, merci beaucoup et à bientôt.